Dans son livre As If, Michael Saller situe l'émergence des premiers mondes virtuels à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est à cette époque que des écrivains tels qu'Arthur Conan Doyle, Tolkien, Lovecraft proposent des mondes fictifs cohésifs, autonomes, que les lecteurs peuvent habiter et élaborer à leur tour. Pensons à la Terre du Milieu, à l'âge iboréen ou à Barsoom. Ces écrivains, qui œuvrent pour l'essentiel dans les genres de la science-fiction, de la fantasy et de l'horreur, ont en commun la maîtrise de l'art de construire des mondes. Cet art est aujourd'hui fondamental dans les récits transmédiatiques dont relèvent Star Wars, Matrix et plus récemment Walking Dead, pour ne citer que les plus célèbres. Dans le cadre de la transmédialité, nous dit Henry Jenkins, les auteurs élaborent des environnements d'une telle complexité qu'ils ne peuvent être explorés complètement, ni épuisés, dans une seule œuvre ou par le biais d'un seul type de média. Les mondes fictifs débordent alors largement les œuvres qui les décrivent, en raison notamment des spéculations et des créations de fans qui en permettent l'expansion. Toujours selon Jenkins, dans une œuvre transmédiatique, chaque œuvre participe à l'expansion du monde fictif en accord avec ses qualités intrinsèques. En ce qui concerne les jeux vidéo, la plupart des chercheurs au sein des Game Studies s'accordent pour faire de la spatialité leur caractéristique par excellence. Ainsi, les jeux vidéo constituent un médium particulièrement bien adapté pour servir les œuvres transmédiatiques et la construction de mondes, ou, pour reprendre l'expression de Kastrup et Tosca, pour élaborer des mondes transmédiatiques. Le monde transmédiatique auquel je m'intéresserai ici est la planète Gore. Il s'agit du monde décrit dans les 34 romans du cycle Les Chroniques de Gore de John Norman, écrit entre 1966 et 2016. Plus précisément, je m'intéresserai à l'expansion de la diégèse de Gore par le biais des jeux de rôle goréens de Second Life, qu'on peut voir ici. Je montrerai que ce processus d'expansion mobilise les qualités spatiales du médium vidéoludique, mais également et tout aussi fondamentalement ses qualités procédurales. À l'aide du concept d'expansion procédurale, je décrirai comment les créateurs du jeu procéduralisent le monde de Gore, ses coutumes, son organisation sociale, mais aussi un principe plus abstrait et structurant, la loi de l'ordre naturel. Je décrirai enfin l'espace thétique qui se dessine à travers la procéduralisation de la loi de l'ordre naturel. Les Chroniques de Gore se situent à mi-chemin entre la science-fiction et la fantasy. Les romans mettent en scène les aventures de Tal Kabo, un terrien transporté sur la planète Gore. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Par son entremise, le lecteur est amené à découvrir Gore, sa faune, sa flore et ses différents peuples, de même que leurs us et coutumes. Bien que le récit se déroule au 20e siècle, les Goréens vivent dans un état de civilisation comparable à celui de l'Antiquité et du Moyen-Âge terrien. La raison de cette stase historique provient d'une loi imposée par les dieux goréens qui frappe d'interdit le développement technologique. C'est des espèces de créatures insectoïdes qui ont une existence réelle, mais qui sont considérées par la population comme des dieux. Les Chroniques de Gore partagent des similitudes avec le roman à thèse tel que défini par Suzanne Sulaiman. Selon elle, le roman à thèse, je cite, se signale au lecteur principalement comme porteur d'un enseignement, tendant à démontrer la vérité d'une doctrine politique, philosophique, scientifique ou religieuse. Fin de citation. En effet, les romans exposent de manière inambiguë et redondante la loi de l'ordre naturel. Il s'agit d'une philosophie néo-darwinienne que l'auteur a élaborée en réaction au discours féministe des années 60. Elle met de l'avant l'idée de la complémentarité des sexes, mais aussi une explication de la psyché féminine en termes de psychologie évolutionniste et une justification biologique de l'inégalité des sexes qui occulte la possibilité d'une construction sociale des genres. L'ordre naturel structure la planète Gore et ses différentes sociétés, lesquelles sont axées sur l'esclavage et la domination physique et psychologique de la femme par l'homme. Cette relation asymétrique, John Norman la dépeint comme, je cite, « la célébration de la gloire de la nature et de la réalité de la sexualité dimorphique. Ultimement, précise-t-il, l'homme est le maître et la femme l'esclave. » D'où le collier ici, là, qui est un accessoire très fréquent dans les Sims goréens. Dans le cadre des jeux de rôle goréens, la loi de l'ordre naturel structure également l'expérience vidéoludique des joueurs et divise la communauté goréenne. En effet, dans cette communauté, les joueurs dits by the books défendent la loi de l'ordre naturel et une application littérale des romans de John Norman dans leur jeu de rôle. Ils s'opposent aux joueurs dits Gore Evolved, qui remettent en question la pertinence de cette loi. En termes ludiques, les uns et les autres s'opposent sur le rôle des femmes guerrières. Les by the books interdisent aux personnages féminins de porter des armes et de prendre part au combat.
les Gore Evils, pour leur part, incarnent volontiers des rôles de guerrières et leur succès militaire met sérieusement à mal l'idée d'une propension naturelle à la soumission. Ouais. Plus concrètement, les jeux de rôle goréens constituent une constellation d'espaces virtuels tridimensionnels hébergés par Second Life. L'image qu'on voit ici, en fait, c'est une carte sur laquelle on peut accéder à différents espaces virtuels qui sont liés au monde de Gore. On voit mal ici, mais il y a des petits points rouges un petit peu partout. C'est un genre de recensement des Sims parce qu'ils ne sont pas officiellement dans la même œuvre. Ce n'est pas une œuvre homogène. Richard Saint-Gelais propose plusieurs types d'expansions dans sa théorie de la transfictionnalité. Proleptique, analeptique, elliptique ou paraleptique, selon qu'il y a prolongement de la diégèse à la suite des événements narrés dans une œuvre, avant les événements, dans les interstices ou parallèlement à ces événements. Cette typologie, toutefois, ne rend pas compte de la spécificité des jeux goréens. En effet, l'étude de l'historique des différents Sims goréens, leur background, souligne la rareté de leur ancrage explicite dans la chronologie des romans. Par contraste, les régions simulées ou situées géographiquement et décrites en détail sur les plans ethnologiques, économiques et politiques. Les régions simulées sont situées géographiquement et décrites en détail sur les plans ethnologiques, économiques et politiques. Mais les références aux événements narrés dans les romans et aux personnages en sont généralement absentes. Les événements qui émergent alors des interactions des joueurs forment une diégèse à la temporalité floue. Lorsque les Sims sont ancrés dans la chronologie des chroniques de Gore et que leurs personnages interagissent entre eux, cela donne même lieu à des paradoxes temporels. Par exemple, il est arrivé qu'une ville en attaque une autre alors que 400 ans les séparent. Ce qui paraît difficile à concevoir dans un monde où les machines à explorer le temps sont absentes. Plus problématiques encore sont les désaccords des joueurs sur la validité de certaines séances de jeu. En effet, lorsque les actions contreviennent au règlement d'un sim, leurs modérateurs peuvent décider de les invalider. En d'autres termes, ils nient leur droit d'exister dans la diégèse goréenne. Or, les décisions des modérateurs, c'est-à-dire des arbitres du jeu, sont souvent contestées, de sorte que les contrevenants maintiennent l'existence des événements litigieux dans la diégèse. Techniquement, en raison de ces divergences, les personnages ne vivent plus dans le même espace-temps, et ce, qu'ils habitent ou non le même pâté de maison. Ces apories temporelles constituent un indice de la nature de l'expansion diégétique de Gore par le jeu. On peut voir dans la traduction vidéoludique des romans de Norman un intérêt marqué pour la planète Gore en tant qu'entité spatiale aux dépens des événements narrés. Ce que les joueurs retiennent de Gore, c'est son organisation sociale, ses us et coutumes, son cadre pseudo-antique et médiéval, de même que sa géographie. Je peux même faire un... Pouce. Voilà. Yes. Okay. Voilà, mal est fait. En d'autres termes, Gore est procéduralisée. C'est-à-dire qu'elle est transformée en un décor dynamique, structuré par un ensemble de règles, de procédures et de dispositifs qui lui confèrent la cohérence d'un monde habitable et sa jouabilité. Le tout constituant sa structure formelle. Et c'est par le biais des interactions des joueurs avec cette structure formelle qu'émergent les événements amenés à augmenter la diégèse goréenne. Que faut-il entendre par procéduralisation? Selon Jan Bogost, les procédures sont un ensemble de contraintes qui créent des espaces de possibilités pouvant être explorés par le jeu. Si certaines sont appliquées informatiquement, bon nombre des règlements des Sims sont appliqués par des modérateurs ou les joueurs eux-mêmes. La procéduralisation consiste donc en la traduction en règles d'un monde fictionnel. Ainsi, les jeux goréens représentent une forme d'expansion procédurale, un ensemble d'interactions dont certaines existent sous une forme potentielle et d'autres sous une forme actualisée, appelées à être traduites en événements diégétiques. Chaque sim contribuant à cette expansion. Le temps de la diégèse goréenne est déchronologisé dans l'opération, dans la mesure où il ne constitue pas une composante de la simulation. L'expansion procédurale implique minimalement deux textes, dont l'un est antérieur à l'autre, mais les deux partagent une même diégèse. Il y a donc, entre ces textes, pour reprendre la typologie de Gérard Genette, un rapport d'hypertextualité, dans la mesure où l'un se greffe à l'autre, en est la transformation, ou dans le cas présent, l'expansion. C'est le cas du jeu vidéo Salambo, un hypertexte de la bande dessinée de Philippe Druyet, et du roman de Gustave Flaubert, par exemple, lesquels constituent son hypotexte. Je retiendrai ici le couple hypotexte-hypertexte afin d'identifier clairement le lien d'antériorité qu'entretient le premier avec le second.
dans le cadre d'une expansion procédurale. Cette position ne se traduit par aucun rapport hiérarchique, mais plutôt par un rapport d'implication réciproque. Ainsi, dans un cadre transfictionnel, si l'hypertexte implique l'univers fictionnel et les données diégétiques issues de l'hypotexte, l'hypotexte implique réciproquement de manière rétrospective les données diégétiques de l'hypertexte. Je tenterai donc à ce stade la définition suivante. L'expansion procédurale désigne le prolongement d'une diégèse appartenant initialement à un hypotexte à l'aide de son hypertexte vidéoludique. Ce prolongement passe par une procéduralisation en vertu de laquelle les lois et caractéristiques assurant la cohérence et l'originalité du monde diégétique de l'hypotexte sont transposées sous la forme de règles, paramètres et dispositifs techniques dans la structure formelle de l'hypertexte, conférant à ce monde sa jouabilité. Des interactions ludiques des joueurs, encadrées par la structure formelle, il ressort des événements concourant à l'expansion de la diégèse. Cette expansion ne relève plus de l'hypotexte, sans appartenir exclusivement à l'hypertexte. Elle existe dans la relation de réciprocité qui les lie l'un à l'autre. Les jeux goréens ont ceci de particulier qu'ils constituent des jeux à thèse en raison du rôle structurant qui joue la loi de l'ordre naturel. Et en raison des différends qui opposent les by the books et les gore evil, il est possible de parler de jeux à thèse subvertis. L'une des modalités d'expression de cette thèse est d'ordre procédural, comme je vais le montrer bientôt. En effet, la capacité des jeux vidéo à simuler des modèles à l'aide de règles en fait un médium adapté à l'expression d'idées abstraites, en vertu de ce que Bogost qualifie de rhétorique procédurale. En ce sens, les jeux vidéo possèdent non seulement la capacité de simuler un monde physique, mais également un espace stétique. L'espace stétique se présente comme un dédoublement de la structure formelle. Mais là où cette dernière relève de la simulation, la première relève plutôt de la démonstration, voire de la persuasion. Suivant cela, les jeux vidéo pourraient connaître leur plein potentiel dans la simulation d'un monde régi par des principes d'organisation ayant pour substrat une thèse manifeste. Leur rôle serait alors d'étendre les mondes transmédiatiques en traduisant procéduralement leurs principes politiques, économiques, philosophiques, sociaux, religieux ou éthiques. C'est ce que fait par exemple le jeu Left Behind lorsqu'il traduit procéduralement la doctrine dispensationaliste présente dans les romans de la série éponyme par exemple, ou un Bioshock avec les thèses de Ayn Rand sur l'objectivisme qui sont en fait prises à contre-pied dans l'univers vidéoludique. L'espace stétique constitue en quelque sorte la cartographie du champ des possibles ouvert par la structure formelle du jeu, en conformité avec la thèse donnée. La procéduralisation du monde de Gore se caractérise par deux grands principes structurants, l'interdit technologique et la loi de l'ordre naturel. L'interdit technologique et le décor antique médiéval qui en découle est procéduralisé par le biais d'artefacts et de dispositifs permettant les combats entre avatars. Par exemple, les armes de jet et de corps à corps sont permises alors que les armes à feu sont proscrites. Des dispositifs, comme celui qu'on voit ici, des dispositifs procéduralisent également une économie prémoderne, complète, en encadrant et simulant le troc, la production artisanale, la chasse, l'élevage et l'agriculture. Le système obtenu représente visuellement des artefacts, des matériaux, ainsi que la faune et la flore de Gore, et en simule les comportements. Par exemple, la manière dont une épée est manipulée, les blessures qu'elle inflige, les matériaux et le temps qu'elle nécessite pour être forgée, et ainsi de suite. Les descriptions des romans servent ici de référence principale, mais elles sont complémentées par l'histoire antique et médiévale terrienne, qui sert elle-même de source d'inspiration à John Norman dans ses romans. L'organisation sociale et les coutumes de Gore sont sous-tendues par la loi de l'ordre naturel, sont également procéduralisées. Les règlements des Sims régissent l'habillement et les comportements des personnages en fonction de leur caste, de leur statut d'individu libre ou d'esclave, et de leur sexe. Par exemple, le Code du guerrier est décrit dans les chroniques de Gore et donne lieu à plusieurs procéduralisations, parmi lesquelles se trouvent les 5 maximes et les 100 aphorismes adoptés par le Sim City of Jasmine, par exemple, pour encadrer les personnages appartenant à cette caste. Des dispositifs et des accessoires élargissent également le champ des actions que les avatars peuvent poser suivant leur caste, statut et sexe. Oui, donc, quand on parle d'élargissement du champ des actions possibles des avatars, par exemple, il existe des animations et des accessoires permettant aux esclaves d'adopter diverses positions de soumission et aux maîtres de les ligoter, de les enfermer dans des cages ou de les marquer au fer rouge.
Le tout en vertu des pratiques et coutumes décrites dans les chroniques de Gore. Voyons maintenant comment se présente l'espace thétique configuré par les jeux goréens. Par souci de brièveté, je me concentrerai sur la portion de cet espace dessinée par les by the books et à destination des personnages féminins. Il est possible de réduire l'espace thétique en question aux procédures de gestion des combats et aux procédures de gestion des comportements et de contrôle du corps. En ce qui a trait aux procédures de gestion des combats, les femmes sont limitées au rôle de patiente par la structure formelle, alors que les hommes se voient attribuer un rôle d'agent. Ainsi, la capture des femmes du camp adverse lors d'un combat opposant deux Sims prend part au système de gratification de la structure formelle. Par exemple, le site web du Gorean Meter, un système de gestion des combats, propose un palmarès où sont affichés le nom des guerriers ayant capturé le plus grand nombre de victimes féminines. Le rôle de patient des femmes est favorisé par des règlements leur interdisant le port d'armes ou limitant le choix à des armes de faible puissance, ce qui leur ôte toute agentivité lors des combats. Les procédures de gestion des comportements et de contrôle du corps reflètent le plus nettement la traduction vidéoludique des lois, des coutumes et de l'étiquette goréenne fondée sur l'ordre naturel. Ces procédures ont deux fonctions. D'une part, elles compartimentent les statuts de femmes libres et d'esclaves à l'aide d'interdits et de devoirs déclinés sous la forme de règlements du jeu. D'autre part, elles délimitent leurs champs d'action respectifs à l'aide d'accessoires et de dispositifs qui permettent aux avatars de poser des actions précises. Les femmes libres se voient contraintes par des règlements et l'adoption d'accessoires à dissimuler leur corps et à obéir à leur tuteur masculin, père, compagnon ou un protecteur si elles sont veuves, non mariées ou qu'elles ont perdu leur père. Qui plus est, tout manquement à la pudeur et toute marque de séduction, qui sont l'apanage des esclaves, conduit à leur asservissement, donc à un changement de statut. Voilà. Les esclaves, quant à elles, voient un ensemble d'accessoires et de dispositifs à leur disposition qui limitent leur champ d'action aux tâches liées à la servitude et à l'agrément de leur maître, agrément qui passe essentiellement par la séduction et le commerce charnel. À l'inverse, une panoplie d'accessoires punitifs vise à contraindre leur corps, à le marquer du sceau de leur propriétaire, à l'humilier ou le meurtrir. Le système punitif du jeu est ici fortement élaboré, comprenant des centaines de règles et d'accessoires qui rendent compte du contrôle presque total que l'homme exerce sur la femme. Il s'agit de perpétuer dans un cadre procédural très strict, exprimé de manière exhaustive, un modèle axé sur le couple domination-soumission. Pour conclure, j'aimerais souligner que la procéduralisation du monde de Gore fonctionne en vertu d'une relation privilégiée des joueurs, dit by the books, avec les chroniques de Gore. L'expansion procédurale de Gore est l'œuvre de fans et non le fruit d'une entreprise commerciale concertée. Toutefois, il est intéressant de constater que de nombreux joueurs, en particulier chez les Gore Evolve, s'adonnent aux jeux de rôle goréens sans avoir accédé préalablement au roman en question. Ainsi, la part vidéoludique de Gore tend à s'autonomiser et une culture propre s'y développe, généralement à contresens de la thèse de John Norman. Cela apporte une dimension intéressante à l'opposition entre les textes canoniques et les textes faniques, par exemple, dans un contexte transmédiatique. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite un bon colloque.